Je me suis séparée d'un homme avec qui j'étais en relation depuis un peu plus de 3 ans. C'était une rupture, de mon choix, de mon fait. Il n'empêche qu'elle a été très difficile à digérer et ça a réveillé chez moi plein de questionnements sur, ce que je voulais, ce que je voulais pas, sur mes schémas, tout ça. C'est Claudia Colombani pour Simply Well et aujourd'hui, on parle des relations amoureuses. En fait, tu as décidé d'aider les gens ou alors c'est parce que toi, tu t'es rendu compte de certaines choses suite à cette rupture? On est parti de l'idée de faire du coaching en rupture et je les accompagne pour, aller faire cette exploration intérieure, cartographier ce qui se passe en elles pour comprendre, pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui se passe et qu'on puisse identifier à quels endroits il faut commencer à faire différemment. Des fois, il me disait: «Ah, tu vas pas t'habiller comme ça pour aller au travail» ou oui, en fait, je me suis rendu compte que je m'étais vachement, ratatinée. Et pourquoi tu dirais qu'il y a ce besoin souvent de retourner vers son ex? Évidemment, des fois, on se sépare et on est toujours amoureux de l'autre. Mmh. Donc, physiquement, psychiquement, c'est difficile. Je pense qu'effectivement, il faut prendre le temps peut-être d'écrire les questions qu'on se pose. Parce que je sais que souvent, on peut tourner un peu en boucle dans sa tête et donc on n'arrive pas à trouver la réponse de, Avant de lancer l'épisode, retrouve-nous sur Insta ou en format newsletter. Et puis, si tu veux nous donner un petit coup de pouce, n'hésite pas à liker cet épisode, à le partager. Si tu souhaites voir un invité passer sur notre podcast ou que tu as toi-même une histoire liée au bien-être à raconter, n'hésite pas à nous envoyer un mail à podcast@bien-être-simple.com. Je te laisse avec cet épisode. Bonne écoute! Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simply Well. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver à Paris pour avoir une discussion passionnante autour d'un sujet qui nous concerne tous et toutes, les relations amoureuses. Et pour cet épisode, je reçois Claudia Colombani pour justement discuter de ce sujet-là. Toi, tu es coach en relations amoureuses et ensemble, on va en parler un petit peu de tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? bien sûr, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis Merci. très heureuse d'être là, avec toi et avec vous aussi. Donc oui, moi, c'est Claudia, j'ai 36 ans. C'est ça, je me suis pas encore faite à l'idée, mais j'ai 36 ans et donc effectivement, je suis coach en estime de soi et relations amoureuses Mm. depuis, 5 ans déjà. J'ai eu ma certification de coach et j'ai créé à l'époque, le Self Love Project qui existe toujours, qui est, un compte Instagram où je parle des relations amoureuses, où j'essaye, d'accompagner les personnes, les hommes et les femmes sur ce sujet qui peut être assez, complexe, et où j'accompagne aussi aujourd'hui principalement en coaching des femmes, principalement célibataires, mais aussi des fois des personnes en relation, pour les aider à vivre des relations qui sont un petit peu, plus douces et plus joyeuses. Merci à toi d'être avec nous, vraiment ça me fait super plaisir aussi. Alors pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir coach en relations amoureuses? C'était quoi un peu le point de départ de tout ça? Alors le point de départ, c'était il y a, un peu plus de 7 ans, décembre 2020, non pas 2024, 2017, décembre 2017. Je me suis séparée d'un homme avec qui j'étais en relation depuis un peu plus de 3 ans, avec qui je vais me marier. Ça a été une rupture, de mon choix, de mon fait, mais n'empêche qu'elle a été très difficile à digérer, on va dire et ça a réveillé chez moi plein de questionnements sur, ce que je voulais, ce que je voulais pas, sur mes schémas, tout ça. Très sincèrement, au début, c'était une blague, cette idée de faire du coaching en relation amoureuse, avec Mélanie à l'époque, qui était, la cofondatrice avec moi de Self Love Project et qui depuis a quitté l'aventure. On est parti de l'idée de faire du coaching en rupture. On voulait, accompagner les gens qui étaient dans des relations qui étaient, de prime abord, plutôt insatisfaisantes, les aider à se poser des questions en disant: «Pourquoi est-ce que je reste dans un espace relationnel qui ne Mmh. me convient pas?» Mmh. Donc ça, c'était le point de départ, c'était la petite blague. Le lendemain, sur Canva, j'ai fait des faux flyers pour montrer à mes copains. Tout le monde a rigolé, tout le monde a trouvé ça drôle et alors je t'avoue qu'entre ce moment-là et maintenant, enfin après je sais plus trop ce qui s'est passé, mais je crois que on a un peu tiré les fils pour essayer de comprendre pourquoi les gens restaient et il y avait des OK. questions autour des peurs, du manque d'estime de soi, de l'impression qu'ils rencontreraient jamais personne d'autre. Hem Et donc en fait, on s'est dit: «On va plutôt orienter ça autour du rapport à soi», d'où le Self Love Project. Mmh. Et de fil en aiguille, on est passé de coaching en rupture à donc coaching autour de l'estime de soi et autour de la relation amoureuse. Et puis en fait, nos premières clientes, ça a été plutôt des femmes célibataires parce que je pense qu'elles étaient aussi en reflet de notre étape de vie à ce moment-là. Et donc c'est comme ça que ça s'est mis en place petit à petit. En fait, tu as décidé d'aider les gens dans leurs relations ou alors c'est parce que toi, tu t'es rendu compte de certaines choses suite à cette rupture? Alors moi, après cette rupture, enfin au moment de cette rupture, j'ai commencé à retourner chez la psy. OK. Après, il y a eu cette idée, donc 2-3 mois après, là, de coaching en rupture. Et puis, du coup, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai commencé à lire des livres. Et en fait, Mmh. au travers de ces lectures, je me suis dit, ah ouais, il y a des trucs que je fais peut-être pas exactement comme, comme il faut. En fait, cette relation, ça avait été une relation qui avait été assez compliquée, voire un petit peu toxique. Donc, j'ai Mmh. commencé à réaliser
aussi, tu vois, toutes ces choses T'as qui se sont réalisé mal quoi passées. exactement? Bah, que c'était une relation où j'étais vachement enfermée, tu vois, c'était quelqu'un, alors c'est parce qu'il y avait beaucoup d'insécurité, des choses comme ça, hein, mais des fois, il me disait: «Ah, tu vas pas t'habiller comme ça pour aller au travail», ou tu vois, quand je rentrais le soir, je sais pas, à 23h30 ou minuit, parce que j'allais, boire un verre avec des copains ou des copines, il était toujours hyper suspicieux, il faisait vite la gueule, tu vois? C'était quelqu'un d'un peu colérique et tout, et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais vachement, ratatinée Mmh. dans cette histoire, vachement, écrasée, que j'avais pas assez posé mes limites. Mais il faut dire que l'histoire avait déjà commencé sous un angle assez compliqué, parce que je lui avais couru après pendant quasiment 9 mois. Alors que Mmh. c'était mon collègue de travail et qu'on travaillait sur la même marguerite, donc à 30 centimètres d'écart, tu vois? OK. Donc en fait, ça a quand même été une histoire assez complexe, dès le départ. Heu, Plutôt un mec pas trop dispo, on va dire, peut-être émotionnellement, ou en tout cas qui avait peur de s'engager, et du coup, 9 mois pour le convaincre, Mmh. et voilà, et du coup, je pense que ça a déjà posé des bases un petit peu, déséquilibrées dans Parce que tu l'espace le voulais relationnel. vraiment, en gros, parce que Ouais, bah, en fait, je me rappelle, 1er jour de travail là-bas, on s'est dit bonjour, parce que tu es dans la même équipe, et quand j'ai croisé son regard, j'ai senti qu'il y a eu un mmh. truc tout de suite, tu vois? Il y a eu quelque chose, il y a eu une connexion, et je savais que c'était réciproque, et bon, voilà, je te le disais tout à l'heure, moi, je suis un peu déterre des fois, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, voilà. Ouais, les avantages et les inconvénients. Mais et donc du coup, ouais, j'ai pas lâché le truc, et Mmh. après bon, tu commences, et puis quand la personne elle est à côté de toi en plus, c'est difficile, donc des fois j'ai voulu m'éloigner, mais du coup évidemment classique, quand je m'éloignais, bah, lui il revenait. Donc OK. ça a été des va-et-vient comme ça pendant, bah, je te dis 9 mois, hein, de janvier à septembre, et puis en septembre, il a fini par, pas lâcher l'affaire, du coup il a fini par, lâcher prise et a décider de s'investir dans la relation. Et tout ça, tu te rendais pas forcément compte quand tu étais dans la relation? Non, bah, je pense que j'étais, je sais pas si c'est de la naïveté, mais je pense que j'avais pas une très bonne estime de moi, Mmh. et j'étais contente, qu'on me choisisse, que lui me choisisse, Ouais. tu vois? Et je pense que je m'en rendais compte parce que j'en parlais aux gens comme étant quelque chose qui me dérangeait, mais le fait que ça me dérange ne semblait pas suffisant pour moi à l'époque pour que j'aie envie soit de poser une limite, soit d'en sortir, tu vois? Ouais, ouais. Donc des fois, tu te retrouves un petit peu, bah, prisonnière du truc. Alors, mais voilà, j'ai aussi ma part de responsabilité, évidemment, hein. On peut, enfin, c'était pas non plus une relation d'emprise, ni une relation, abusive, tu vois? Là où il y a Mmh. d'autres mécanismes évidemment qui se mettent en place. Hem, mais j'ai mis du temps à réaliser, ce que ça allait pas. Et donc du coup, quand j'ai commencé, donc je me suis séparée, et puis après ça, j'ai commencé à réfléchir. Il y a eu la thérapie, il y a eu cette idée de Mmh. coaching en relation, il y a eu ces livres qui m'ont permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses, plein d'éléments, et je me suis dit: «Bah tiens, pourquoi pas lancer un compte Insta?» Alors entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a lancé le compte Insta, tu vois, l'idée c'était en mars, le compte Insta c'était fin décembre, donc il s'est passé quand OK. même, une demi-année. Qu'est-ce que ça t'a fait quand ça s'est arrêté? Et en fait, aussi, comment est-ce que tu as décidé d'arrêter, si tu te rendais pas forcément compte Ouais, ouais. que En fait, ce qui s'est passé en toute, transparence, mmh. c'est que je suis tombée amoureuse, mais c'est vraiment le terme, hein, je l'aimais pas, tu vois? C'est vraiment, je suis tombée amoureuse d'un de mes collègues de travail. Décidément le travail, c'est un sujet. Et du coup, il s'est rien passé de physique ni rien, mais j'ai senti que cette attirance et que ce désir-là, il venait mettre en lumière, autre chose, et moi, je suis quelqu'un d'assez entier. Et du coup, j'aime pas trop avoir un pied dans Mmh. chaque endroit, et donc en fait, ça me fait me poser des questions, et je me suis dit: «Bon, bah, non, il y a des trucs qui vont pas», et là, d'un coup, c'est comme si tout était, arrivé face à moi, et je me suis dit: «Bah, non, il faut partir, quoi». Mais c'est vrai que la rupture a été très violente, c'est-à-dire que la décision, elle s'est prise, en une semaine, quoi. Donc Ah moi, ouais. je non, mais moi, je Tu suis un as l'air peu, très cash, ouais, je ouais. suis un peu, bah, en fait, je pense que je suis pas du tout quelqu'un genre de franc, de cash au quotidien, mais par contre, quand je prends une décision, peux être assez impulsive. Donc, Mmh. et ça fait partie des choses que maintenant j'ai aussi travaillé. Alors même si ça peut être une qualité sur plein de Mmh. trucs, Mmh. mais disons, que, enfin, ça me viendrait pas l'idée de faire ça dans la relation dans laquelle je suis aujourd'hui. Bon, déjà parce que ça se passe bien, Ouais. mais parce qu'aussi, on a construit les choses différemment, et que s'il y a un truc Mmh. qui va pas, on en parle et on essaye de régler le problème, et pas juste, on explose d'un coup parce que ça fait 3 ans qu'on n'a rien dit, et que Ouais. voilà. Ouais. Donc voilà, du coup, effectivement, pour lui, ça a aussi été très violent, et très difficile. Donc voilà, bon, après, lui, il s'est remis en couple 3 mois après, je crois. Et Ah il a eu OK. un enfant après. Donc bon, Ah waouh, et OK. moi, il m'a fallu 4 ans pour me remettre de cette histoire. Donc bon, tu vois, comme quoi, et tant mieux pour lui. Je veux dire, je suis très Ouais. heureuse qu'il soit heureux, hein, il y a pas de problème. Mais Ah OK, vous avez pas vécu ça pareil, quoi. non, clairement pas. OK, donc tu as décidé de te lancer donc dans le coaching à ce moment-là, Ouais. et comment est-ce que toi, tu l'as vécu au début de te lancer dans le coaching en relation amoureuse alors que, ben, tu venais de vivre une rupture et que, ben, tu apprenais encore sur le tas?
C'est vrai que la fin de l'année 2018, c'est assez flou d'un point de vue pro. Moi, je travaillais encore parce qu'entre temps, j'avais démissionné, puis je suis retournée au travail. Bon, bref, il y avait plein d'histoires, trucs, genre, c'était la telenovela mexicaine, tu vois? Donc, du coup, ça a beaucoup occupé mon temps et mon énergie, mentale. Mais on va dire à partir de début 2019, quand vraiment j'ai commencé à m'impliquer là-dedans, j'ai commencé à écrire sur Instagram et tout. Mmh. Je pense que le fait de te «concentrer» entre guillemets sur l'idée d'aller transmettre quelque chose aux autres, Mmh. ça te détourne de toi ou ça te fait te regarder, mais d'une façon qui est plus constructive. Donc là-dessus, ça m'a beaucoup aidée et puis j'ai quitté mon travail, fin mai 2019 et c'est là où je me suis consacrée à temps plein, à Self Love Project, sachant qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore coach. J'ai commencé ma formation de coach en 2019 D'accord, et OK. j'ai été certifiée début 2020. Donc il y a quand même tout un cheminement, il s'est passé 2 ans entre le moment où on a eu l'idée et le moment où ça s'est vraiment lancé finalement. Comment est-ce que tu as trouvé au début les premières personnes qui sont venues te demander de l'aide? Mmh Pourquoi mh. ces personnes sont venues te demander de l'aide? Est-ce que tu as senti aussi un engouement particulier au début, comme si, heu, on proposait pas assez ce genre de coaching ou comme s'il y avait un manque ou comme s'il y avait simplement besoin d'énormément de réponses? Alors, là, je pense que là où j'ai eu de la chance, c'est que quand je me suis lancée, c'était, du coup, juste avant on a lancé le podcast, nous, à l'époque, le 11 mars 2020, donc Ah ouais, 5 OK. jours avant le confinement. Waouh! Donc du coup, bon, ça c'était plutôt approprié comme moment aussi pour se lancer sur Instagram, pour se Mmh. développer et ça a beaucoup aidé. Je crois fin 2019, on était 1 500, donc tranquille, petit village de campagne entre nous. Et donc j'ai dû avoir une cliente par-ci, une cliente par-là. J'avais aussi créé un premier programme qui s'appelait le Love Bootcamp, OK. qui est l'ancêtre du coaching rencontre maintenant que j'ai reformaté, le coaching collectif. Et du coup, pareil, j'avais dû avoir 10 clients, ce qui à l'époque pour un premier programme était Pas bien, mal, hein. ouais. Donc ça s'est construit petit à petit comme ça, parfois des fois en faisant des erreurs et puis après moi j'aime bien analyser, tu vois? J'ai un cerveau très analytique donc j'écoutais les gens, j'essayais de les aider, de les guider, de répondre à leurs questions et dès que je voyais que j'avais pas de réponse, j'allais creuser, creuser, creuser pour voir Mmh. et en fait, c'est comme ça que j'ai construit, toutes les choses, quoi. Et c'est quoi les questions qui reviennent le plus, tu dirais? Les questions qui reviennent le plus. Alors, il y a tous les sujets autour des personnes indisponibles. Donc, Mmh. pourquoi est-ce que j'attire toujours des hommes indisponibles? Oh. Alors des fois, les gens, ils te posent la question en mode, «Pourquoi est-ce qu'il me choisit pas?» Ça, moi, j'ai pas la réponse évidemment, parce qu'il y a que la personne qui a pas la réponse, Mmh. mais la question, ça va plutôt être, «Pourquoi est-ce que toi, tu continues de le choisir alors qu'il te choisit pas?» Tu vois? Et Mmh. c'est vrai que moi, c'est toujours j'essaye de retourner, les choses. Oui, est-ce que, c'est une bonne idée de me remettre avec mon ex? Ça revient aussi souvent. Et pourquoi tu dirais qu'il y a ce besoin souvent de retourner vers son ex? Même si on a peut-être vécu une histoire très difficile et si on est sorti de cette histoire, c'est peut-être parce que ça faisait mal et qu'à un moment donné, il fallait juste fallait en sortir, il fallait faire autre chose. Et alors pourquoi est-ce qu'on veut retomber là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on a cette facilité ou ce besoin d'y Mmh. retourner? Alors déjà, je pense qu'évidemment, des fois, on se sépare et on est toujours amoureux de l'autre. Mmh. On aime toujours l'autre et du coup, la rupture amoureuse, il faut se dire que c'est comme un sevrage, hein, un sevrage tabagique ou alcoolique et tout, donc ça vient déclencher des choses dans les mêmes circuits neuronaux, donc oui, c'est un manque et il y a vraiment quelque chose qui est dur aussi à vivre, physiquement. C'est pas que, émotionnellement, donc physiquement, psychiquement, c'est difficile. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand une relation se termine, il y a un petit peu ce sentiment d'échec. Il y a un peu ce sentiment de, une relation vient de se terminer, j'ai échoué. Il y a vraiment ce sentiment d'être déçu de soi, d'être déçu de l'autre. Pourquoi? Pourquoi il y a ce sentiment-là alors que c'est pas forcément un échec? Je pense qu'il y a aussi peut-être cette valorisation du couple aujourd'hui et avoir l'impression que si on n'est plus en couple, c'est d'autant plus un échec. Mmh. Je pense que tu as raison, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect, sociétal, Mmh. culturel où, le couple est défini comme la norme alors que, en fait, notre état naturel, c'est d'être célibataire, c'est pas d'être en couple. OK. C'est de base. On est tous des personnes célibataires, voilà donc mais il y a cette, hypertrophie de la place du couple dans la société. Bon, même si ça commence à changer, Mmh. mais donc forcément, ça peut nous faire sentir en échec ou notre entourage peut nous faire sentir en échec parce que, je sais pas, nos parents vont nous juger, nos amis vont nous juger donc il y a ça. Et puis personnellement, parce qu'il y a le fait qu'on a investi du temps et de l'énergie, et du coup, on peut avoir l'impression que ça a servi à rien, tu vois? Et comme on est encore dans cette finalité de se dire: «La relation pour qu'elle ait de la valeur, il faut qu'elle dure toute la vie», Ouais. du coup, si elle a pas duré toute la vie, elle a servi à rien, donc j'ai perdu mon temps. Alors que c'est pas ça le but. Le Mmh. but d'une relation, évidemment, si ça dure longtemps, dans de bonnes conditions, tant mieux parce qu'on vit un moment qui est kiffant, donc autant le prolonger, il y a pas de sujet. Mais l'idée, c'est de rencontrer l'autre, c'est de créer du lien et chaque rencontre, chaque relation vient nous apporter quelque chose et c'est jamais du temps perdu. Mmh. Donc et il faut, je pense, reformater ça
sous cet angle-là, en sortant évidemment, faut pas tomber dans un truc de positivité toxique de: «Non mais c'est bon, tout sert à quelque chose, Ouais, tout ouais. arrive pour une raison», c'est pas ça, c'est juste, bah, les relations, elles peuvent nous apprendre des choses sur nous si on les regarde en conscience. Des fois, on se prend des murs, ça fait ultra mal. Ça veut pas dire qu'on le méritait, ça veut pas forcément dire qu'il y a une raison à ça, mais est-ce qu'on peut donner du sens malgré tout, d'une façon, intelligente à ce qui s'est passé pour continuer à avancer? Mmh. Et tu dirais que c'est encore vraiment le cas aujourd'hui que les femmes ont ce besoin justement d'avoir cette valorisation, d'être en couple ou quoi pour avoir cette valorisation? Bah, je pense qu'on en sort de plus en plus Mmh. avec tout ce qui y bouge et tout. Je pense que ça dépend vachement de la sphère, culturelle et sociale dans laquelle tu évolues. Mmh. On vit tous dans des bulles de réalité. Tu vois, moi, je suis sur Insta, je suis pas mal de comptes militants, féministes, tout ça, donc j'ai tendance à me dire: «C'est bon, le monde est en train de changer, tout va bien et Ouais, tout». Bon, après, tu mets le nez dehors, tu regardes les actus, tu te dis: OK, très bien». ouais. Donc voilà, on vit un peu dans nos bulles de réalité et je pense qu'il y a des femmes qui vivent dans des bulles de réalité où, encore aujourd'hui, leur valeur dépend du fait d'être en relation et moi, j'en accompagne plein, hein, des comme ça. Mmh. Donc l'idée, c'est d'avancer. Après, ben, ça fait, des centaines d'années que c'est comme ça, c'est Ouais. sûr qu'on ne peut pas transformer tout. Alors déjà en 50 ans, il y a beaucoup de choses qui ont bougé heureusement, et j'espère que ça va continuer à bouger, ça prend du temps. Après quand on est en train de vivre l'histoire, ça nous paraît toujours trop lent, Ouais, c'est évidemment. clair. Tu dirais quoi à ceux qui nous écoutent là, actuellement et qui sont peut-être en train de vivre une rupture ou qui sont peut-être en train justement de passer à travers, cette réflexion peut-être autour de quitter son conjoint, sa conjointe et pour qui c'est difficile et qui savent pas trop comment vivre avec ces émotions-là? Bah, je pense qu'effectivement, il faut prendre le temps peut-être d'écrire les questions qu'on se pose, parce que je sais que souvent on peut tourner un peu en boucle dans sa tête et Mmh. donc on n'arrive pas à trouver la réponse de, rester ou partir. Ouais. Donc, qu'est-ce qui nous donne envie de rester? Qu'est-ce qui nous donne envie de partir? Après, ça dépend aussi, est-ce que ça fait 2 mois? Est-ce que ça fait 20 ans? Tu vois? Les questionnements, les enjeux sont très différents. Mais du coup, pourquoi? C'est toujours la meilleure question dans la vie. Mmh mh. Pourquoi? Ça marche toujours bien. Mmh. Pourquoi j'ai envie de rester? Pourquoi j'ai envie de partir? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je dirais d'en parler avec l'autre. Ça paraît contre-intuitif, mais je pense que souvent, quand on est dans ces questionnements, on réfléchit avec soi-même. Sauf que la relation, elle se joue à 2. Et que du coup, bah, l'autre vient, aussi dans ce qu'on va poser sur la table, nous apporter une partie des réponses que peut-être on n'arrive pas à avoir dans Mmh. notre tête. Et peut-être que si on n'arrive pas à avoir la réponse dans notre tête, c'est parce qu'il y a besoin d'aller les chercher dans le lien et dans le relationnel avec l'autre. Et qu'une relation, encore une fois, ça se fait à 2 et ça normalement, s'il y a des choses qui me posent question et qui me donnent envie de partir, bah oui, il faut en parler avec l'autre. Il faut pas arriver, je dis ça, moi je l'ai fait dans le passé comme je disais, donc Mmh. il y a pas de jugement, mais je pense qu'on a trop tendance à faire ça, tu vois? Et plutôt que de se dire: «Bah, chérie, ça va pas, je me sens pas bien dans cette relation, ça fait, 3 mois, 6 mois, 3 ans, j'en sais rien, hein, que ça va pas, voilà ce qui se passe, mon besoin de connexion il est pas comblé ou il y a telle chose qui va pas, est-ce qu'on peut en parler? Parce que, moi je sens que, si on continue comme ça va devenir compliqué», tu vois? Et je sais que ça paraît évident quand je le dis et pourtant je pense qu'il y a plein de gens qui le font pas. Ouais. Mais aussi parce qu'il y a plein de gens qui savent pas, avoir conscience de leurs besoins, qui savent pas ce qui se passe en eux, enfin, tu vois, qui ont pas cette lecture d'eux-mêmes et du coup, quand tu te lis pas toi-même, c'est difficile de te livrer à l'autre. Mmh. Donc voilà, je dirais que plutôt que d'essayer d'aller chercher des réponses, pardon, à l'extérieur de la relation, avec les amis, avec le machin, Mmh. allez chercher des réponses dans votre relation et voyez ce qui se passe à minima quand vous faites ça. Et pour les personnes qui sont en train de vivre la rupture, ça y est, la décision est prise ou pas prise par vous et vous êtes en train de traverser ça, bah, il faut prendre soin de soi, beaucoup. Beaucoup de self-care, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance pour apaiser aussi souvent ces pensées qu'on ressasse. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi j'ai fait ça? C'est peut-être quand j'ai dit ça et machin et Ouais. il y a ces pensées très obsessionnelles. Ce qu'il faut et comprendre les mécanismes en fait de ce qui se joue en nous, parce que ça permet de mettre une juste distance tout en accueillant l'émotion. C'est-à-dire que quand on est dans ces pensées obsessionnelles et qu'on ressasse, c'est une façon pour notre cerveau d'essayer d'aller chercher la certitude, de la sécurité, Mmh. hem, dans un moment où tout explose et où il y a que de l'incertitude. Ouais. Donc en fait, c'est ça la mécanique et donc ça veut pas dire que parce qu'on y pense, on a forcément envie d'y retourner. Ça veut pas dire que parce qu'on y pense, on n'a, pas bien fait de partir. Enfin, c'est juste une façon pour notre cerveau de se rassurer parce qu'on a des cerveaux qui aiment pas l'incertitude, c'est comme ça. Par contre, effectivement, il faut commencer à s'interroger si à un moment donné, il y a une espèce de cristallisation. Si ça devient très bloqué, genre, je sais pas, on est bloqué dans la colère ou dans la tristesse Mmh. pendant un temps très, très long et que ça devient, problématique sur notre quotidien et qu'on devient complètement dysfonctionnel, bah, là, c'est bien de se faire accompagner pour essayer de débloquer tout ça, mais bah, ouais, une rupture, c'est dur, ça fait Mmh. mal, même si c'est vous qui êtes partis Ouais. et c'est normal
Et il faut accepter. Et plus vous accueillez la tristesse, la honte, la culpabilité, la colère et tout, plus elles vont circuler et ressortir et vous libérer. Et alors toi, tu reçois pas mal de personnes qui viennent te voir justement parce qu'ils vivent une rupture et que ces personnes-là veulent savoir comment traverser la rupture ou plus veulent savoir comment retrouver quelqu'un ou faire en sorte que la prochaine relation sera peut-être plus saine? Alors moi, j'ai des personnes qui sont séparées depuis 1 mois, 2 mois, mais elles viennent pas forcément pour traverser leur rupture. Mmh. Quand elles viennent, c'est plutôt parce que, bah, comme tu disais, elles ont souvent des schémas répétitifs dans leur relation avec des personnes indisponibles, avec de la dépendance affective, avec, des fois elles-mêmes, elles sont évitantes dans les relations. Enfin voilà, il y a plein de choses comme Mmh ça. mh. En tout cas, il y a un blocage, elles Mmh. n'arrivent pas à le surmonter et du coup, moi, je viens et je les accompagne pour, aller faire cette exploration intérieure, cartographier ce qui se passe en elles pour Mmh. comprendre, bah, pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui se passe, qui je suis dans mes relations et qu'elles aient une autre lecture, tu vois, d'elles-mêmes et d'elles dans leur dynamique de relation et qu'on puisse identifier à quels endroits il faut commencer à faire différemment pour avoir un résultat différent. Et est-ce que tu vois des patterns similaires entre, par exemple, plusieurs femmes ou coachées que tu aurais qui, par exemple, n'arrivent pas à avoir une relation, long terme, mais qui font plutôt plusieurs dates? Est-ce que tu vois des patterns similaires dans les fonctionnements de Mmh. ces femmes-là, par exemple? Bah, de toute façon, les problématiques de fond pour moi sont les mêmes pour tout le monde. Tu vois? Mmh. C'est-à-dire que je vais avoir donc des femmes qui sont plutôt en train d'enchaîner les hommes indispo, mais qui ont jamais eu de relation. Mmh. Il y en a d'autres, qui ont eu, des relations, une relation longue pendant 25 ans, mais c'est une relation toxique. Je vais en avoir d'autres qui sont dans les personnes indisponibles, mais elles ont quand même des relations, mais elles sont plutôt dans l'hyper-indépendance. Donc tu vois, il y a Plein plein de de nuances, granularité, tu ouais. vois? Il y a plein de nuances, mais en fait, les problèmes de fond, quelle que soit la situation, moi je vois, c'est des points liés à l'estime de soi. Mmh. Ça, c'est toujours le rapport à soi qui souvent peut être problématique et qui entraîne des problématiques dans les espaces relationnels. Des choses qui sont liées au fait de ne pas poser ses limites, de ne pas exprimer ses besoins. Donc toute la communication de soi, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a des peurs. Des choses qui sont liées aux besoins de contrôle, enfin plutôt aux besoins de sécurité. D'ailleurs, le contrôle étant une stratégie pour avoir la Mmh. sécurité, mais en tout cas, tout ce qui est autour du contrôle, il y a beaucoup de rigidité dans leur mode de fonctionnement, dans leur tout ça. Et puis, il y a aussi tout ce qui est plus culturel, social, autour de la vision de l'amour, du prince charmant, j'exagère à peine, hein, Ouais. des fois, tu vois, de la personne, du feeling, de l'étincelle, qu'est-ce que je devrais être dans une relation. Alors, tu vois, il y a 2 choses. Il y a soit celles qui cherchent la relation idéale et l'homme idéal, soit il y a celles qui ont peur de la relation parce que ce qu'on leur a vendu au travers de la société ou au travers du couple parental, un couple des fois hyper fusionnel, hyper machin, Mmh. ça les angoisse parce que c'est pas ce qu'elles ont envie de vivre et elles ont l'impression qu'elles peuvent pas être en couple autrement que Ah. dans ce prisme-là. Et donc du coup, elles s'en tiennent éloignées. Et alors si on les prenait point par Ouais. point, toi je sais que c'est quelque chose que tu mets vraiment, dans le cœur de ce que tu proposes, notamment l'estime de soi, l'amour de soi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, nous expliquer un peu plus, bah, déjà concrètement, c'est quoi l'estime de soi? Puis quel impact ça a dans une relation, en fait? Mmh. Alors, l'estime de soi, elle est composée de 3 éléments. Elle est composée de la confiance en soi, donc c'est comment est-ce qu'on se fait confiance dans notre capacité à accomplir des choses, tu vois? C'est très tourné dans l'action. J'ai confiance dans ma capacité à sauter d'un plongeoir de 5 mètres de haut, tu vois, par exemple. Mmh. Après, il y a l'image de soi, donc c'est le regard qu'on va, porter sur soi, sur mes qualités, sur mes défauts, tu vois? Ce genre de choses. Et puis après, il y a l'amour de soi. Mmh. Donc est-ce que j'arrive à m'aimer ou pas? Du coup, c'est intéressant de décortiquer ça parce que des fois, on peut avoir une très bonne confiance en soi, mais avoir une, image et un amour de soi qui sont plus fragiles. Mais du coup, Mmh. ça permet de savoir exactement là où il faut travailler. Et ce qui peut se passer aussi, moi je le vois avec les femmes que j'accompagne, c'est que dans le professionnel, par exemple, des fois, il y a aucun sujet. Elles ont bien réussi, elles ont Mmh. des boulots avec des grandes, je ne trouve plus le mot, des responsabilités, Mmh. enfin voilà, des choses comme ça. Par contre, en amour, c'est, la catastrophe, tu vois? Mmh. Et donc du coup, l'idée, c'est de se dire quand mon estime de moi, elle est fragile, quand j'entre, en lien avec l'autre, bah, je peux avoir du mal à accueillir son regard sur moi, à accueillir son amour. Moi, j'aime bien faire l'image du puits sans fond. Mmh. C'est-à-dire que quand tu es trop fragile, au niveau de ton estime de toi, tu es un peu comme un puits sans fond où, même si on te donne de l'amour, des compliments, on te dit que c'est super, enfin, tu vois, tout ça, de la présence, tout ça, bah, c'est jamais assez. Tu te remplis jamais de tout ça parce qu'il y a pas de fond à ton puits. Donc en fait, ça Mmh. tombe dans un trou noir et ça se remplit pas. Tu fais pas les stocks de petits pains, tu vois? Tu as pas Ouais. à stocker. Et donc du coup, en fait, tu as toujours l'impression d'être vide.
Et ton travail, et c'est ça aussi, des fois, je trouve, il y a une méconception sur le sujet de l'estime de soi. Ton travail, c'est pas de remplir la totalité du puits. C'est pas de remplir ta jauge à 100%. Ton travail, c'est de mettre le fond à ce puits pour qu'il puisse se remplir au travers aussi de ce que les autres ils vont te donner. Parce que ce travail d'estime de soi, l'estime de soi, elle se construit quand on est enfant au travers du regard que nos parents portent sur nous. Donc l'estime de nous-mêmes, elle est forcément liée au regard que les autres portent sur nous. Si on vit tout seul dans la forêt, c'est presque un non-sujet, tu vois, parce qu'en fait, t'es pas en lien avec les autres. Donc l'estime de soi, elle se construit dans le lien et elle se guérit aussi dans le lien. Mais il y a un minimum de conscience et de travail à entamer de son côté à soi pour pouvoir aller vers du lien qui vienne nous nourrir et non pas vers du lien qui vienne nous détruire, ce qui est souvent le cas quand on a une mauvaise estime de soi, parce que je vais courir après des hommes indisponibles en se disant ils vont me choisir et s'ils me choisissent, ça veut dire que je suis exceptionnelle, donc j'imagine que mon estime ira mieux. Ou alors un homme me maltraite, ou une femme, parce que ça peut être aussi ça. En tout cas, une personne me maltraite, de toute façon, je mérite pas mieux, je trouverai pas mieux, tu vois. Donc, souvent, quand l'estime est trop fragile, quand le trou au fond du puits est trop gros, on va pas choisir des espaces relationnels qui réparent. Et donc, l'idée, c'est de faire le travail pour pouvoir commencer à choisir autrement ses relations et que ce soit plus nourrissant. Souvent, on en entend parler, tu sais, un petit peu partout. Oui, il faut mettre ses limites dans une relation, c'est très important. Puis moi, j'entendais beaucoup, il faut mettre ses limites dès le début, parce que si tu les mets pas dès le début, plus tard, ça va être compliqué si tu veux les mettre, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce concept de limite qui a l'air un peu flou? Une limite, c'est quelque chose que je vais poser entre moi et l'extérieur qui va montrer où est-ce que je commence, où est-ce que je m'arrête, tu vois. C'est une façon de se protéger et de protéger son intégrité émotionnelle, physique, financière, professionnelle, sexuelle, toutes ces choses-là. Donc, par exemple, si toi tu me dis Claudia, prête-moi 10 000 €, je vais te dire non, je vais pas te prêter 10 000 €. Par contre, si tu veux, je peux t'en prêter 100. Tu vois, là j'ai posé une limite. Donc voilà, c'est vraiment une façon, et c'est pas toujours dire non. Hein, d'ailleurs, poser une limite, ça c'est la limite un peu, voilà. Ouais. Mais ça peut être de dire ça ne me convient pas, ou voilà ce que je préférais, ou voilà ce genre de choses. Et c'est vrai que souvent, moi, les femmes que j'accompagne, elles savent pas poser leurs limites. Déjà, elles ont pas conscience de ce que c'est, souvent. Elles savent pas quelles sont leurs limites. Elles sentent bien qu'il y a des choses qui vont pas, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, là, si tu me dis, vas-y, passe-moi 10 000 €, s'il te plaît, et tout. Si je sais pas te dire non, parce que, tu vois, j'ose pas, je vais avoir envie de dire non, mais je vais dire, ouais, je sais pas, tu vois. Et je sens qu'il y a de l'inconfort, tu vois, mais j'arrive pas à analyser cet inconfort comme la nécessité pour moi de poser une limite pour me protéger. Donc, elles ont du mal à identifier ça. Et aussi, elles sont toujours dans une suradaptation, parce que souvent, elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes aussi. Et que du coup, elles se disent, il faut surtout pas que je dérange. Et ça, surtout classique, non, mais je veux pas avoir l'air chiante, quoi. Donc ça aussi, c'est un truc très féminin. Parce qu'on nous a tellement dit qu'une femme qui ouvrait un peu sa bouche, c'était une femme chiante, tu vois, ce genre de choses. Donc, il faut pas avoir l'air relou, il faut pas déranger, il faut pas tout ça. Donc, on se fait le plus petite possible et on dit pas ce qui nous dérange jusqu'au jour où on fait un burn-out ou on explose à la face de son conjoint ou de sa conjointe. C'est un peu ça l'idée. Et donc, le travail, pour moi, il a plusieurs endroits. Identifier les limites, clairement. Savoir où est-ce qu'on les a pas respectées dans le passé. Et puis, apprendre à lire, tu vois, à l'intérieur pour savoir quand est-ce qu'il y a besoin de les poser. Et puis aussi, apprendre à se sentir légitime à le faire. Ouais. Parce que tu vois, il y a plusieurs étapes. Il y a des fois, je sais quelles sont mes limites, mais j'ose pas les dire parce que, mais est-ce que j'ai vraiment le droit? Est-ce que je peux m'autoriser à le faire? Parce que, est-ce que cette limite, elle est légitime? Est-ce que quand je lui demande, oui, moi, ça me convient pas qu'on se voit une fois tous les 15 jours, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis légitime? Oui, je suis légitime à poser ma limite. Je suis toujours légitime à poser ma limite. Mais l'autre, il est aussi légitime à me dire qu'il n'a pas envie de la respecter. Ouais. Toi, tu as vécu une rupture, tu as décidé de te lancer dans ce coaching. Et donc, aujourd'hui, tu es dans une relation saine, je dirais. Définissons déjà, qu'est-ce qu'une relation saine, une relation stable pour quelqu'un qui n'en a peut-être jamais vécu, qui ne saurait même pas le reconnaître? Pour moi, une relation saine, c'est une relation où on sent qu'on peut être soi-même, sans avoir besoin justement de se faire tout petit ou de se suradapter à l'autre pour lui plaire, pour qu'il nous valide, pour qu'il nous choisisse. Parce que souvent, c'est beaucoup ça, c'est je veux que l'autre me choisisse. Et on ne se pose pas la question de si nous, on choisit l'autre. Donc aussi, une relation saine, c'est une relation où je choisis l'autre en conscience, au-delà de ce que je projette sur lui. Parce que qu'il y ait des projections, qu'il y ait du fantasme, moi aussi, ça m'est arrivé au début de ma relation, et sûrement toi aussi, tu vois, c'est normal, ça fait partie, mais c'est différent de vivre ça en se disant, je sais
qu'à un moment donné, le fantasme va tomber, il va y avoir la réalité. Donc, comment est-ce que je fais pour aller tout de suite découvrir qui j'ai vraiment en face de moi plutôt que de m'accrocher à cette fausse idée que j'ai de lui. Donc, il y a ça. Il y a l'autre, je vais voir la réalité de l'autre et l'autre peut voir ma réalité parce que je lui montre. Donc, ça, c'est sain. C'est une relation aussi où il y a de la sécurité émotionnelle. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut qu'il y ait deux personnes avec un attachement sécure. Il peut y avoir deux personnes avec un attachement insécure qui créent une relation sécure qui devient un espace de transformation et de guérison pour aller vers un attachement sécure acquis. C'est totalement possible. C'est important parce que sinon, on a l'impression que tant qu'on n'est pas complètement guéri, on n'arrivera jamais à être en relation. Encore une fois, c'est le lien qui nous guérit. Mais c'est mieux si le lien est de qualité. Parce que sinon, il peut aussi beaucoup nous détruire. Donc, c'est ça un peu la difficulté. Et alors toi, comment est-ce que tu as trouvé ta moitié aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on trouve la bonne personne aujourd'hui ? Alors, nous, on s'est rencontrés, c'est un peu particulier parce que ça n'existe plus, mais à l'époque, c'était Abricot, qui était un site de rencontre un peu slow dating. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je pense que, au-delà de comment on s'est rencontrés, je pense que si je l'avais rencontré 6 mois avant, bon, lui, de toute façon, il était en relation, mais même, je pense que j'aurais pas été prête, tu vois. J'aurais pas été prête et je suis pas sûre que j'aurais accueilli parce que lui, pour le coup, il était très disponible, très aimant, très impliqué. Et je me rappelle qu'au début, c'était hyper angoissant pour moi. Genre, moi, j'étais genre, je me rappelle d'un soir parce qu'il travaillait juste à côté de où j'habitais, genre à 10 minutes à pied. Et il me dit, oui, je peux passer, te faire un bisou après le travail. Mais juste, il passe et il s'en va. Et j'étais genre, putain, c'est un peu envahissant, non? Genre, vraiment. Alors que tu cours pas après des gens pendant des années en disant ouais, j'espère qu'il va me regarder. Et là, bref, ça n'a aucun sens. J'ai dit oui parce que tu vois, j'ai senti, je me suis dit, il faut pas que tu dises non parce que c'est important. Mais vraiment, à l'intérieur de moi, j'étais en mode cringe absolu, quoi. Donc, il y a une espèce de dualité. Donc, il a fallu gérer aussi cette dualité de s'habituer à autre chose avec quelqu'un qui a envie d'être investi avec toi et de se rendre compte que ça te confronte à tes propres paradoxes et tes propres peurs. J'ai une liste de petites idées reçues sur le sujet des relations amoureuses, puis tu vas m'aider à débunker tout ça. Ok. Être en couple, c'est essentiel pour être heureux. Ah bah, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre état naturel, c'est le célibat, c'est pas d'être en couple. Donc, je pense pas que ce soit essentiel. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas en couple et pas en relation et qui sont très heureuses. D'ailleurs, moi, j'aime bien dire que le sujet, c'est pas tellement d'être en couple. Le sujet, c'est d'être en lien. Et là, par contre, être en lien, et d'ailleurs, du coup, c'est large, être en lien, c'est essentiel pour être heureux, oui, parce que ça s'est prouvé. Il y a plein d'études scientifiques qui montrent que à la fin de ta vie, ce qui te fait vivre plus longtemps et ce qui te fait regarder sur ta vie en disant, bah là, c'est bien, je suis contente de là où je suis, j'ai réussi, c'est pas combien d'argent tu as gagné ou tous les voyages que tu as fait, c'est les liens que tu as tissés et la qualité de ces liens-là. Donc, être en lien, c'est indispensable pour être heureux. Mais le lien peut se faire à plein d'endroits et pas que dans le couple. Les opposés s'attirent. Ah, grand classique. Et qui se ressemblent, s'assemblent en même temps. Alors, du coup, on est coincés. Paradoxe. Je sais pas, je pense que c'est pas complètement faux. Enfin, il y a une réalité où il y a des gens qui sont très opposés et qui, du coup, vont trouver un complément, c'est-à-dire, toi, t'es extraverti, moi, je suis introvertie, donc, du coup, ça m'évite d'avoir à faire des efforts, tu vois. Et à contrario, il y a 2 introvertis qui sont très contents d'être ensemble, ça, ils sont dans leur petite cave à la maison, ou 2 extravertis qui font la fiesta ensemble et ils sont contents aussi. Je pense que ça dépend des besoins de chacun. Et c'est pour ça qu'il y a les 2 qui existent. Parce qu'effectivement, je pense que tu as des gens introvertis qui vont avoir le besoin d'avoir une personne extravertie à leur côté. Alors, leur besoin, c'est pas d'avoir une personne extravertie, mais leur besoin, ça va être d'être peut-être dans plus d'ouverture. Et la personne extravertie va venir faciliter cette ouverture. Et à contrario, des gens introvertis qui vont avoir besoin de calme, de tranquillité. Et du coup, d'être avec quelqu'un d'introverti, ça va venir nourrir ce besoin-là, tu vois. Donc, en fait, on en revient à, personnellement, quels sont mes besoins à moi, émotionnels. Et du coup, comment est-ce que je rencontre quelqu'un qui va dans ce sens-là. C'est ça l'idée. Un couple heureux ne se dispute jamais. Ah bah si, les couples heureux se disputent, évidemment. Et ça, tu vois, même pour moi, personnellement, la question du conflit aussi, ça, c'est un sujet de fond. Moi, c'était un truc que j'évitais complètement dans mes relations, que j'évite encore des fois dans d'autres relations, pas amoureuses. Alors, avec mon mec, ça va maintenant, tu vois, mais parce que l'espace est sécure. Ouais, donc, du coup, c'est plus facile. Mais ça s'est construit aussi avec le temps. Mais non, il faut du conflit. Alors évidemment, du conflit, c'est pas se jeter des assiettes à la figure. Il faut du conflit sain. Quand il n'y a pas de conflit sain, ça veut dire qu'il n'y a jamais de désaccord. Dans des relations humaines, c'est quand même assez peu probable. Et donc, ça arrive parfois, mais pour que ça arrive, ça veut dire que l'une ou l'autre des participants est en train de s'écraser et de taire ses propres besoins et ses propres limites. Parce que c'est impossible d'être d'accord avec quelqu'un tout le temps.
Et alors justement, quand on est dans une relation et que les premiers mois, la première année, c'est vraiment la passion, et cetera. Puis ce fantasme dont tu parlais, puis qu'ensuite, le fantasme, petit à petit, s'évapore, puis fait Ouais. place à autre chose. Et là, souvent, c'est là que c'est difficile. J'ai l'impression, c'est là que il y a cette réalité, il y a ce rationnel. Comment est-ce qu'on arrive à comprendre le fait que la relation, c'est pas juste de la passion et les papillons dans le ventre du début et tout, et qu'après, Mmh. justement, on passe dans cette phase-là qui est secondaire et qui est riche d'une façon différente et accepter, en fait, cette phase-là et vivre avec cette phase-là différemment. En fait, je pense que c'est là où l'aspect un peu théorique, tu vois, et savoir pour moi vient. Mmh. C'est de se dire, c'est comme ça fait partie du processus. Tu sais que ça va arriver. Est-ce que ça arrivera au bout de 3 mois ou est-ce que ça arrivera au bout de 3 ans? Ça dépend de chacun, chacune, de chaque relation, mais ça va arriver. Et tu as raison, c'est que souvent, en fait, entre ce moment, de fusion, un petit peu Mmh. du début ou voilà, Ouais. et ce moment où il va y avoir du détachement, parce qu'en fait, chacun va remettre ses limites et puis on va commencer à voir l'autre et Mmh. du coup, est-ce qu'il correspond à ce qu'on avait imaginé? C'est souvent là que ça casse. Mmh. Parce que en fait, c'est pas que l'amour dure 3 ans, c'est que cet état amoureux, à un moment donné, il s'estompe et du coup, il fait un peu tomber mes œillères et me dit: «J'ai qui en face de moi là? Est-ce que ça correspond à ce que j'avais prévu?» Et la plupart du temps, c'est non, ou Mmh. alors c'est pas forcément non, mais moi j'ai l'impression que c'est non parce qu'encore une fois, je m'accroche à mes attentes et je me raccroche à ce qu'il y avait au début. Mmh. Donc en fait, il faut juste accepter que ça va arriver à un moment donné et que c'est pas grave en fait, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Pour ceux qui nous écoutent et qui seraient peut-être dans une relation toxique, Ouais. comment est-ce qu'on reconnaît une relation qui est toxique? Alors, il y a plusieurs niveaux de toxicité, mais je dirais qu'au global, on va être quand même sur quelque chose où on va avoir l'impression souvent de marcher sur des œufs, tu vois? Mmh. Parce qu'on a peur que l'autre se mette en colère ou que l'autre nous quitte même, tu vois, si on dit pas le bon truc. Ça quand même, c'est un signe, il faut commencer à se poser des questions. Aussi une relation peut-être qui nous coupe des autres, Mmh. tu vois? Soit parce que notre partenaire consciemment nous interdit, donc Mmh. là, c'est un gros warning évidemment, soit parce que, on est tellement vidé de notre énergie et du coup, ça, c'est aussi un autre point, tu vois? On est tellement vidé de notre énergie qu'en fait, on n'arrive plus à se tourner vers nos amis, parce qu'on est, totalement accaparé par, ce qui se passe dans notre relation. Mmh. Et donc ouais, ça, du coup, le côté, si la relation, elle vous prend plus d'énergie qu'elle ne vous en donne sur, encore une fois, du moyen terme, tu vois? Parce que, Ouais. je sais pas, ton conjoint est malade, peut-être qu'il y a un moment donné, oui, la relation va te prendre plus d'énergie qu'elle va Mmh. t'en donner. Bon, ça fait partie, tu vois, c'est pas grave. Mais ouais, si c'est comme ça, sans raison en plus, factuellement objective, tu vois, que ce soit le cas, juste de fait par l'attitude de l'autre ou des choses qu'il te dit, des choses comme ça, là aussi, il faut se poser les questions. Hem, Est-ce que tu pourrais nous raconter, partager une histoire d'une personne que tu as coachée et qui a eu vraiment un changement significatif? Ouais, là, je repense à je vais donner un autre prénom, mais Ouais. on va l'appeler Marie, hem, qui avait fait le coaching avec moi il y a un peu plus de 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et alors elle, justement, tu vois, elle était dans un schéma où elle arrivait pas à dépasser le deuxième rendez-vous. C'est-à-dire Mmh. que quasiment systématiquement, alors c'était soit ça, soit 2, 3 rendez-vous éventuellement et encore, soit c'était des crushs sur des hommes qui étaient pas dispo au travail ou des choses comme ça. Il y avait comme un plafond de verre, tu vois? Elle venait Mmh. toujours se cogner là-dessus. Et en fait, en faisant le travail, on s'est rendu compte que, il y avait plein de critères qu'elle mettait. Du coup, en fait, les hommes, ils venaient jamais cocher les critères qu'elle Mmh. avait. C'était jamais assez ceci, toujours trop cela. Enfin, donc voilà, du coup, elle les éliminait rapidement et c'est d'ailleurs souvent elle, qui allait pas au deuxième ou au troisième Ah rendez-vous. ouais. Donc là, on était dans ce cas-là. Et en fait, on s'est rendu compte que, en fait, ça, c'était un mécanisme de protection, comme c'est souvent le cas. Mmh. Parce qu'au fond, elle avait peur de l'intimité, elle avait peur d'être dans une relation, de tout ce que ça impliquait. Et donc, elle avait développé cette mécanique pour se tenir à distance, tout en se donnant l'impression d'essayer, parce qu'au fond, elle avait envie que ça fonctionne. Mais il y avait cette dualité, il y avait ce paradoxe. Mmh. Et donc, du coup, l'idée, quand c'est comme ça, c'est d'essayer de trouver une autre stratégie et un autre mécanisme de protection. Et aux dernières nouvelles, je crois il y a 2, 3 mois, elle est toujours en relation, elle a emménagé avec, son chéri. Je crois que Waouh! ça fait un peu plus d'1 an qu'ils sont ensemble. Voilà et du coup, au début, ça n'a pas toujours été simple non plus parce qu'il a Mmh. fallu, comme moi, hein, je te disais tout à l'heure, lutter contre, ses propres démons, ses propres autosabotages et tout. Mais elle a réussi, donc c'est bien, c'est chouette, je suis contente pour elle et encore une fois, je vais pas vous dire: «Ah, c'est trop bien, maintenant ils vécurent heureux et il y aura 18 enfants», tu vois? Je sais pas, peut-être que dans 2 ans, ils vont se séparer ou pas et c'est pas ce Ouais. que je leur souhaite. Moi, ce que je leur souhaite, c'est d'être heureux et de rester ensemble tant qu'ils le sont. Mais
En fait, ce qui compte, encore une fois, c'est pas combien de temps la relation elle va durer, c'est qu'est-ce que cette relation elle lui apporte, qu'est-ce qu'elle lui Mmh. apprend, comment est-ce que ça vient la nourrir aujourd'hui. Et même si ça s'arrêtait demain, ce serait douloureux, mais quel pas en avant elle a fait. C'est ça, ouais. Ouais, Donc ouais. c'est ça qui est cool. Ouais, ouais, il faut regarder de là où elle était et là où elle est aujourd'hui C'est ça, et c'est ça qui c'est est ça. ouais, c'est top. Est-ce que selon toi, on devrait tous ou en tout cas on mériterait de se faire aider dans nos relations amoureuses, d'avoir un coach en relation amoureuse? Bah, je pense qu'il y a des gens qui ont de la chance parce qu'ils grandissent dans un environnement Mmh. qui est plutôt sécurisant, qui les éduque bien, on va dire, sur le Ouais. sujet. Mais les 50% restants, Ah, c'est ça. c'est pas forcément le cas. Alors après, des fois, c'est un peu ambivalent parce que tu as aussi, moi, je vois des femmes qui ont grandi avec des parents qui s'aimaient, qui sont Mmh. toujours ensemble au bout de 40 ans. Il n'y a pas eu de difficultés comme ça particulières, mais elles vont être beaucoup dans l'idéalisation aussi, Ouais, c'est ça. ou dans la sensation qu'elles n'arriveront pas à être à la hauteur du couple parental. Donc, il peut aussi y avoir des sujets. En fait, le sujet, c'est quand même, je pense qu'il y aurait une éducation émotionnelle et relationnelle à faire dès l'enfance Mmh. pour tout le monde, il n'y a pas de sujet, et à l'adolescence. Bon, de la marge avant que ce soit le cas dans ce pays, mais bon, ça serait déjà pas mal. Et après, du coup, une fois qu'on est à l'âge adulte, bah, si on sent qu'on a des difficultés, oui, c'est bien de le faire et de se faire aider. En fait, il faut voir, le coaching, il est hyper complémentaire à la thérapie sur ces sujets. On fait souvent un jeu en fin d'épisode. Ouais. Je vais te poser des questions qui ont un petit peu de rapport avec, le sujet, mais pas forcément que. Donc OK. donc voilà. Tu dirais quoi à Claudia d'il y a 5 ans? Oh. Heu, continue, tu es sur la bonne voie, tu vas encore en chier un peu, mais ça va bien se passer. Accroche-toi. C'est ça. Si tu pouvais avoir une conversation avec n'importe quelle icône, vivante ou non, ce serait qui? Et tu parlerais de quoi? Bon, on va rester dans la thématique, là, c'est ce qui me vient, mais avec Esther Perel, je pense. Mmh. Bah, du coup, pour parler de relations et de tous les sujets là autour, qu'on a évoqués ensemble. Mmh. Si l'amour était un plat, ce serait quoi selon toi et pourquoi? Mmh. Moi, j'aime bien faire une métaphore avec, en disant qu'une relation saine, c'est un peu comme un sushi. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un goût un peu délicat, et Mmh. quand on n'a pas l'habitude et qu'on a mangé beaucoup de piment dans sa vie amoureuse, on peut avoir l'impression que le sushi a pas de goût. Donc peut-être un sushi, tu vois, dont il faut apprécier, alors un bon sushi, hein, Ouais. enfin un sushi ou oui, un sushi, où il faut apprécier la profondeur, tu vois, de goût et les différents niveaux, texture. Sauf si tu mets trop de wasabi, là, C'est c'est ça, spicy. c'est exactement. Si tu pouvais supprimer une idée reçue sur l'amour d'un claquement de doigts, ce serait quoi? Ah, que je dirais là comme ça que les hommes et les femmes, sont, fondamentalement différents dans leur façon de vivre leur, relation, alors que derrière c'est une question d'estime de soi, de peur, d'émotion, heu et que en fait la différence est quand même beaucoup liée à une surcouche sociale, qui distingue leur façon de Mmh. s'exprimer dans les espaces relationnels. Tu dirais que on est quand même beaucoup plus similaires que ce qu'on pense? Bah, je pense que oui, il y a beaucoup de choses, et c'est juste que les hommes ont aussi des difficultés, mais Mmh. en même temps, on les éduque à pas avoir d'émotions, à pas en Ouais. parler, et cetera, donc à pas réguler leur, frustration, ce qui, découle sur de la violence, sur plein de choses et tout, donc oui, oui, je pense qu'on est plus similaires qu'on le en tout cas, ce serait intéressant de tester si on Mmh. partait sur l'idée d'une similarité, qu'est-ce qui se passerait dans les relations? Ouais. Puisqu'on n'a pas encore essayé, Je essayons et voyons. tu lances le trend, C'est ça. Claudia. Hem, quelle est la pire technique de drague que tu as vue ou entendue? Oh là là. Heu, bah, de toute façon, tous les trucs «fuis-moi, je te suis», pour moi, je sais pas si Ouais, c'est une technique de drague, mais c'est une idée à la con parce que du coup, «fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis», quand est-ce qu'on se rencontre, quoi? ouais. Si tout le monde est en train de courir après quelqu'un, il y a un moment donné, on se retrouve pas, quoi. Donc ça marche pas. Si tu pouvais écrire une phrase sur les relations amoureuses affichées sur tous les panneaux publicitaires du monde pour faire passer un message, ce serait quoi? Ah là, je vais citer Esther Perel, du coup, mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit que, «La qualité de nos relations détermine la qualité de nos existences», et Mmh. donc il faut choisir avec attention les gens, au sens large, hein, qu'on a dans nos vies avec qui on crée du lien, et il faut, s'armer et s'outiller pour, réussir à créer des liens de qualité parce que c'est ça qui va vraiment déterminer la qualité de notre vie, quoi. Mmh. Ma dernière question pour toi aujourd'hui, Claudia, ce serait quoi ton mot de la fin pour cet épisode? Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent? J'aimerais dire que les relations, ça peut sembler très difficile, très obscur, surtout quand ça fait des années qu'on se tape la tête contre le même coin de mur, Mmh. que du coup les discours qu'on évoquait, ils peuvent sembler, faciles, accessibles, là, les discours de love coach, tout ça et tout, mais que encore une fois pour moi c'est, un peu mettre un pansement sur une plaie,
on n'a pas arrêté l'hémorragie. Et qu'il ne faut pas avoir peur aussi de se faire accompagner sur ce sujet spécifiquement par les bonnes personnes. Des fois, on peut avoir honte, mais il n'y a pas de honte. C'est une question de compétences relationnelles. Et de la même manière qu'on nous a appris à lire, à écrire, à conduire, on peut apprendre à aimer avec plus de douceur. Donc, voilà, c'est juste ça. Merci beaucoup, Claudia. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour tes conseils, ton partage. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode. Je vais mettre toutes les informations de Claudia en description de l'épisode et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux liker cet épisode, le partager, nous laisser un commentaire et n'hésite pas à aller faire un tour sur toutes nos autres plateformes. À la semaine prochaine pour transformer ta vie, un épisode à la fois.